Bon, bonjour à tous. Donc, c'est une table ronde sur les métiers académiques, c'est-à-dire en gros, chercheur, enseignant-chercheur, on va vous expliquer un petit peu. Donc, l'idée, c'est de faire une table ronde. Normalement, une table ronde, c'est interactif, hein, c'est pas. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, Marianne Benoît, voilà, qui est neurobiologiste. Voilà. Vincent Delafont, qui est microbiologiste. Frédéric Beck, qui est physiologiste, voilà, et puis moi-même qui suis évolutionniste, on va dire comme ça. Voilà. Je travaille sur les microbes, on va dire, sur les interactions microbiennes. Voilà, donc on est les 4 personnes qui voulons animer, donc c'est animé. Donc l'idée pour laisser du temps un peu de la discussion, moi je vais juste vous présenter une petite enquête que peut-être certains connaissent ou pas, qui a été faite sur le suivi de l'avenir des doctorants. Donc voilà, ça va introduire un peu le sujet. Ensuite on parlera du CNU et des systèmes de qualification que normalement vous devriez connaître. On est tous membres du CNU, alors dans nos différentes disciplines. Frédéric, c'est en 66, j'imagine. Toi, en 69, CNU 69, et moi, CNU 67. Voilà. On a aussi quelques idées de fonctionnement des comités CNRS, comités de sélection, donc on peut vous expliquer un peu ce qui se passe. Et puis Vincent vous présentera aussi en quelques mots son expérience, puisqu'il a décroché, lui, une bourse Marie Curie européenne, c'est-à-dire qu'il a financé son propre postdoc, sa propre recherche, en montant un projet. Donc il partagera son expérience avec vous. Et puis après, question... voilà. Alors donc, pour introduire un petit peu rapidement cette... voilà, une enquête intéressante, qui est consultable. Ça a été fait par le Centre d'études et recherches sur les qualifications, ça s'appelle le CEREC. Et c'est une étude voilà, qui a été publiée en mai 2017, donc qui est assez récente, sur les 5 premières années de vie active des docteurs diplômés en 2010. Et alors pourquoi je la cite cette étude? Parce que c'est une des rares études qui a été faite sur la base d'une cohorte de docteurs en fait, qu'ils ont suivi 5 ans après leur thèse. Alors que les autres études sont plus ponctuelles, c'est-à-dire on regarde l'année temps, etc. Là, ils ont essayé de suivre à partir d'une cohorte de doctorants ce qui se passait dans leur futur. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, je vais juste vous présenter quelques chiffres. Voilà, par exemple, donc c'est des graphes qu'ils ont ressortis. Voilà l'évolution des situations des docteurs sur le marché du travail entre 2011 et 2015. Voilà, donc rappelez-vous, c'est des docteurs qui ont été docteurs en 2010. Donc 2011 et 2015 sont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après la thèse. Et vous regardez un petit peu ce qui se passe. Donc voilà les couleurs. Ici, c'est un emploi à durée indéterminée dans la recherche publique, en bleu. Donc en gros, fonctionnaire, hein, on va dire comme ça. Ça, c'est à durée déterminée dans la recherche publique, donc en rouge, donc c'est des CDD. À terre, c'est postdoc, ce que vous voulez. Emploi public en dehors de la recherche. En jaune, emploi dans la recherche et développement privé, donc monde socio-économique. En bleu ciel, emploi du privé en dehors de la recherche. Et puis en jaune, situation de non-emploi. Alors si vous les reprenez, voilà, 9% de personnes non-emploi, ce qui est trop sans doute, mais qui n'est pas non plus énorme, hein, c'est pas 50% des gens qui sont au chômage, hein, pour dire comme ça. Voilà, vous avez au final 31% d'emplois dans la recherche publique. Et ce que vous regardez, c'est ce que j'ai pointé ici, c'est moi qui ai rajouté cette petite flèche pour vous focaliser là-dessus, c'est qu'il y a un croisement des courbes, l'emploi à durée indéterminée et l'emploi à durée déterminée dans la recherche publique. Et ce croisement des courbes, il intervient à peu près 2 ans après le doctorat. Alors plus 2, ça vous fait penser furieusement, vous imaginez, un postdoc. Voilà, on est docteur, on fait un postdoc, souvent les postdocs c'est 1 à 2 ans, c'est assez classique. Et bien là, d'un seul coup, crac, les courbes se croisent. Ah oui, parce que à l'horizon de plus 2, les gens trouvent des postes dans la fonction recherche, enseignement-chercheur, fonction publique. C'est là vraiment où les courbes se croisent. Voilà. Vous avez des commentaires là-dessus, des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des détails du coup sur les emplois en dehors de la recherche?
Alors dans l'étude, non. Ils ont fait des grands groupes. Il faut après revenir, alors j'ai pas eu le temps, et, ils ont après des tableaux de données sur lesquels on peut extraire des choses. Sur leur synthèse qu'ils ont fait, ils ont fait des grands groupes. Voilà. Vous voyez quand même que pour ce qui est du privé, eh ben on atteint quand même des taux de l'ordre de 19 à 20% de personnes, soit dans la recherche et le développement privé, soit en dehors de la recherche, mais dans le privé. Donc ce qui n'est pas nul non plus, puisque vous entendez souvent le discours, notamment actuel, en disant qu'il n'y a pas assez d'emplois dans le privé. Bon, il y a quand même 20% des docteurs qui trouvent dans le privé. Voilà. Okay. Alors si on regarde justement un peu plus dans ce qu'ils appellent la typologie des trajectoires, c'est-à-dire la part du temps passé en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, etc., après la sortie du système éducatif et 2015, puisqu'ils ont suivi sur cette période de 5 ans. Donc vous voyez différentes choses. Alors j'ai pointé un peu ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire SVT. Alors ils ont fait des grandes catégories qui sont, voilà, alors il y a la catégorie SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc là-dedans vous avez de la biologie. Alors on est tous dans la science de la vie et de la terre, sauf qu'on fait tous des choses différentes. Donc c'est des grandes catégories. Bon, ça c'est le problème, donc il faudra affiner pour aller voir un peu plus loin. Et puis ça c'est maths, physique, chimie. Voilà, pour l'autre partie des ED, donc c'est aussi mélangé. Et vous voyez un peu les proportions, d'ailleurs c'est là, donc vous voyez les proportions dans les différentes, voilà. Donc vous avez ici par exemple, si on regarde en SVT, 34% qui sont en contrat à durée déterminée dans la recherche publique, ce qui est parmi les plus forts, voilà, donc en biologie. Pour faire simple, c'est là où il y a le plus de CDD, en fait. Okay. Pardon, c'est après 5 ans ce graphe-là, non, c'est dans la durée des 5 ans. Dans la durée. Voilà, après le doctorat et sur la fenêtre, en fait. Sur la fenêtre, dans la fenêtre. 5 ans après le doctorat. Voilà. Voilà. Bon, par exemple, en maths, physique, chimie, ben, vous avez plus que 24% en CDD, il y en a moins. Donc plus par exemple, vous avez 20% en durée indéterminée. Voilà. En sciences pour l'ingénieur, ben, vous avez 27%, donc ils trouvent plus. Bon, ça ne vous surprend pas vraiment, j'imagine. C'est lié aussi à des différences entre disciplines. De la même façon, si vous regardez recherche et développement, là, vous avez 24 et 27% donc en maths, physique, chimie et 27% en sciences pour l'ingénieur, mais qui ont plus de relations avec l'industrie et donc il y a plus de doctorants qui entrent là-dedans. Ceci dit, en SVT, il y a quand même 14% voilà, qui trouvent. Voilà, donc ça peut-être. L'idée, c'est de démystifier un peu ce qu'on entend. Ouais, il n'y a pas d'emploi, ou voilà, on entend des choses comme ça, donc j'essaye de vous remettre des chiffres. Voilà, à l'horizon 2017. Ouais, vous passez. Et là, maintenant, si on regarde l'emploi des docteurs, du coup, toujours avec les mêmes classifications, recherche publique, public hors recherche, recherche et développement et privé hors recherche, toujours avec ces catégories-là, donc ici SVT et maths, physique, chimie. Donc vous voyez qu'en gros, bah, ça tourne à 40% dans la recherche publique, voilà, en 2017, hein, donc c'est pas si vieux que ça. On peut dire que ça change tous les ans, oui, mais on pourra en discuter. Et puis à peu près 32% en maths, physique, chimie dans la recherche et développement du privé, et 23% en SVT, mais bon voilà, on pourra en parler, bon, il y a des gens qui ont plus d'informations sur la recherche et développement en biosanté, par exemple, la pharmacologie prend moins de postes ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la situation des emplois en 2015, donc de ces doctorants. Voilà, et je crois que j'ai fini. Oui, c'est la dernière. Ouais. Voilà, donc c'était juste une petite présentation. Voilà, vous pouvez revenir sur cette liste, je vais laisser le lien si vous voulez, vous écrivez. Voilà. Voilà. Et puis, on peut présenter le CNU, du coup ?
Ouais. Tu peux montrer ta présentation? Si je fais ça, est-ce que ça va bien? Ouais, non. Alors, donc, Frédéric, si vous avez des questions, on peut démarrer la discussion si vous voulez. Il y a des annonces sur les postes au CNRS, par exemple, en 2019. Annonce d'actualité. Non, on continue. Ok. On va vous parler un peu du CNU. Le CNU, c'est le Conseil national des universités. Et chaque domaine de recherche a une section CNU qui lui est propre. Par exemple, il y a une section CNU pour la physiologie, la biochimie, les neurosciences, etc., qui sont désignés par un numéro. Et donc, on peut faire peut-être un petit test. Est-ce que vous savez dans quelle section CNU vos recherches de thèse s'inscrivent? Alors, si on ne sait pas, on va faire un Qui sait pas, pardon. grande majorité, donc voilà, bon, c'est utile. Voilà, les sections CNU s'inscrivent, sont spécifiques d'un domaine de recherche. Et ce Conseil national des universités est composé d'enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, professeurs, mais peut aussi faire appel à des chercheurs extérieurs comme des chargés de recherche CNRS ou INSERM qui peuvent être membres de ces conseils nationaux. Et le but de ces conseils, leur fonction, ça va être d'organiser tout ce qui concerne du recrutement des enseignants-chercheurs jusqu'au suivi de leur carrière. Donc on est amené à être en interaction avec le CNU dès le début, dès la phase de qualification qui va nous autoriser à concourir sur des postes d'enseignants-chercheurs. Et lorsque l'on est enseignant-chercheur, on est ensuite au contact de ce CNU pendant toute la durée de notre carrière, que ce soit pour la progression de carrière, l'attribution de primes, la demande des charges d'enseignement pour pouvoir faire plus de recherche. On dépose des dossiers auprès de notre CNU pour ce faire. Donc, pour ce qui vous concerne à votre niveau, le CNU a une grande importance pour tous ceux qui peuvent avoir comme objectif de devenir enseignants-chercheurs. Chaque année, des postes d'enseignants-chercheurs sont publiés au niveau national. Il y a une application qui les référence tous, qui s'appelle Galaxy. Mais c'est chaque université qui gère le recrutement de ces enseignants-chercheurs. Donc, chaque université va avoir des postes d'enseignants-chercheurs qui vont être attribués à différentes sections, qui vont avoir donc un profil de recherche et un profil d'enseignement. Et au niveau national, le site Galaxy référence tous ces postes. Pour pouvoir concourir sur un poste d'enseignant-chercheur, il faut au préalable avoir obtenu une qualification auprès du CNU. Donc chaque année, et c'est ce qu'on encourage les thésards à faire après leur thèse, c'est de faire un dossier de qualification auprès d'un ou plusieurs CNU. On a le droit de postuler dans plusieurs CNU différents. On peut postuler à la fois en physiologie, en neurosciences ou en biochimie. Et de faire ces demandes de qualification qui sont examinées par le CNU en question. Et lorsqu'on a cette demande de qualification qui est acceptée, lorsqu'on a nos qualifications, elles sont valables pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, on est autorisé à se présenter sur les postes de maître de conférence qui sont affichés au concours. Oui ? Comment vous les choisissez, les CNU dans lesquels vous allez postuler? En fonction de votre thématique de recherche. C'est-à-dire qu'en fonction de votre thématique de recherche, si vous avez des éléments de votre thématique de recherche qui correspondent à la discipline d'un CNU, vous faites un dossier dans ce sens-là. On reçoit généralement, dans notre CNU en tout cas, en 69,
on reçoit beaucoup de dossiers de personnes qui ne dépendent pas exactement de notre CNU. Donc, dans la thématique de recherche, on va l'évaluer de façon collégiale. Généralement, on est une trentaine à une quarantaine de personnes à siéger et à discuter ensemble. De façon collégiale, on discute beaucoup pour déterminer si ça fait partie du champ de recherche de notre section ou pas. Je peux vous donner un Euh, exemple. Pardon, Il y a le beaucoup champ, de cellules qui sont quand même assez vagues, parce que si on prend biologie des cellulaires ou biologie des organismes, il y en a qui peuvent se prendre des sujets. Oui, qui peuvent se- Bien sûr. Et certaines personnes peuvent être qualifiées dans plusieurs CNU à la fois. En neurosciences, pour vous donner une idée un peu, et moi j'ai découvert le champ des neurosciences, les limites du champ des neurosciences quand j'ai commencé à faire partie du CNU, que j'avais une vision très étriquée des choses avant. Le champ des neurosciences, ça va de la psychobiologie cognitive, où des personnes vont travailler uniquement avec des participants humains, sans aucune expérimentation animale, sans être dans un laboratoire de recherche comme moi j'avais l'habitude de le concevoir. Ça va de ça jusqu'à de l'éthologie, des personnes qui vont travailler dans la savane à étudier le comportement des lions. De ça à ça, c'est le champ des neurosciences. Donc c'est effectivement très 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 large. après, Oui. ce qu'il faut voir, c'est par rapport aussi à vos laboratoires dans lesquels vous avez fait votre thèse ou éventuellement en postdoc ensuite, puis demander conseil à votre directeur de thèse ou directrice par rapport à son CNU à lui. Donc, ça vous guide déjà dans le choix de la section CNU. C'est important effectivement parce que quand on reçoit, donc je suis dans la section 66, où vous voyez qu'il y a à la fois animal et végétal. Donc toute la physiologie, tout ce qui est végétal en général, ça va dans la 66 côté vert. Voilà. Et puis côté rouge, animal, c'est les autres. Mais dans la physiologie, on peut aussi avoir des collègues neurophysiologistes. Sauf que nous, dans 66, la neurophysiologie qui est plus la tête, je dirais, systématiquement, on ne considère pas vraiment ces dossiers, et on les oriente plutôt en 69. Tout ce qui va être physiologie périphérique, système autonome, on peut les considérer dans le... Donc le choix, il est important, effectivement. D'où l'intérêt aussi, effectivement, d'aller dans plusieurs CNU, c'est tout à fait possible. Maintenant, bon, moi, je trouve que parfois ces séparations sont un peu superficielles parce que moi je suis physiologiste, mais je fais aussi de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, donc ça Ah, parle trop de... On a beaucoup de Bah, dossiers. C'est un peu des vieux oui. découpages, tout ça, je trouve. Mais bon, On a voilà. beaucoup Par de exemple, dossiers de personnes qui font plutôt, on voit que c'est plutôt de l'oncologie, tout ça, mais il se trouve qu'une fois dans leur carrière, ils ont collaboré sur un papier dans lequel il s'agissait d'étudier des tumeurs au niveau du système nerveux. Ben, ils rentrent quand même dans le champ. Dans notre section, on est très permissif sur les contours. Sur les contours de la section. Et alors, par expérience, moi je suis dans la 67, donc biologie des populations, écologie, évolution. Et 68, il y a biologie des organismes. Et ce sont par exemple deux sections qui sont sœurs, on peut dire comme ça. Là, vous travaillez sur un organisme, quel qu'il soit, y compris humain. Où vous travaillez en biologie des populations, y compris humaines, parce que ça se fait. Donc la différence est ténue. Alors en fait, dans la partie 67, on insiste beaucoup. Alors nous, on est un peu différent, c'est qu'on essaye de, comment dirais-je, de défendre notre discipline. Défendre, c'est pas le mot, mais en tout cas de faire en sorte qu'elle existe vraiment. Et donc, ce qu'on a en 67, la différence, c'est les aspects évolutifs, populationnels, c'est-à-dire on ne travaille pas sur un organisme, mais sur un ensemble de populations, on travaille sur des mécanismes évolutifs. Voilà. Donc on essaye de voir si la personne a réellement travaillé dans ces domaines-là. Sinon, on lui dit, bah non, c'est plutôt de la biologie des organismes, par exemple. Un autre exemple qu'on peut prendre au labo, les microbiologistes, ils peuvent se postuler en 64e section, qui sont biologie moléculaire, microbiologie, et ils peuvent tout à fait postuler, c'est le cas de Vincent par exemple, postuler en 67e section s'ils font de l'écologie microbienne dans un environnement, dans les réseaux, voilà. Et je rajouterai donc à ce qu'a dit Frédéric, il faut effectivement vous tourner
vers vos encadrants. Et même, vous avez une information, en tout cas pour Théodore Monod, puisque à l'inscription, alors vous oubliez souvent, parce que l'inscription, on vous fait signer un tas de papiers. Oui, c'est très bien. Voilà, donc vous oubliez généralement, vous avez raison. Mais en lisant votre fiche d'inscription en thèse chaque année, eh ben, vous vous inscrivez en fait dans une section CNU. En fait. Si vous regardez le titre, donc si vous ne savez pas, vous savez déjà. Donc il y a l'inscription de vos directeurs, directrices de thèse, l'inscription du laboratoire de thèse qui est généralement inscrit dans une section ou deux, mais voilà, c'est thème de recherche. Et puis vous-même, donc ça vous donne déjà une idée, vous savez dans quoi vos thématiques de recherche s'inscrivent. Et après, vous avez possibilité, effectivement, de vous inscrire sur plusieurs séries. Moi, je vous conseillerais, si vous avez la possibilité, si vous pensez que votre thématique de recherche, de thèse et éventuellement du début de votre postdoctorat peut s'inscrire dans plusieurs CNU, de faire toutes les demandes. Lorsque vous avez une qualification, lorsque vous êtes qualifié pour les postes de maître de conférence, vous pouvez postuler sur n'importe quel poste de maître de conférence. La qualification en 64 vous permet d'aller postuler sur un poste dont le profil va être affiché en 69 ou en 66 ou autre. Le problème, c'est que le comité qui va évaluer votre dossier va prendre ça en considération. Vous avez légalement le droit de le faire, mais généralement, ça ne va pas bien passer. Donc, il vaut mieux que vous ayez plusieurs qualifications dans des sections spécifiques qui correspondent à la diversité de votre travail de recherche et que vous puissiez utiliser la qualification qui est la plus utile. Après, souvent, quand il y a des candidats qui sont déjà qualifiés dans une section, une année précédente et qui demandent la qualification dans une autre section, on regarde avec plus d'attention le dossier parce qu'on se dit, bon, il est déjà qualifié, est-ce qu'il y a une réelle justification pour demander sa qualification dans une autre section spécifiquement? Concrètement, la qualification, ça se passe comment? C'est le dossier Alors, c'est un dossier écrit, vous trouvez sur le site Galaxy et puis sur les sites des différents CNU, vous trouvez la totalité du dossier. Donc, c'est un dossier qui est assez complet, dans lequel il doit y avoir un curriculum vitae, un petit dossier de présentation. Alors, chaque section CNU a ses propres demandes spécifiques. Donc, vous ne pouvez pas faire juste un dossier puis faire un copier-coller pour tout le monde. On va vous demander toutes les pièces justificatives en termes de diplôme, d'état civil, etc. On demande donc le rapport de soutenance. On demande comme autre document qui est important pour tous ceux qui disent faire de l'enseignement, il faut que vous fournissiez les attestations. Vous ne pouvez pas juste dire j'ai fait 50 heures de vacation. Il faut qu'il y ait les attestations qui le prouvent. Et donc en fonction des CNU, on demande aussi une fiche de synthèse qui est redondante un peu avec le CV, mais qui permet de retranscrire toute votre activité de façon synthétique pour que les rapporteurs qui vont évaluer votre dossier puissent la lire plus facilement. Donc tout ça, vous devez le télécharger en ligne sur le site Galaxy. Il n'y a pas d'envoi papier, c'est uniquement en ligne. Et suite à ça, votre dossier va être évalué tout d'abord par l'administration au niveau du ministère, qui va évaluer la recevabilité administrative du dossier. Et les dossiers qui sont retenus comme acceptables vont être ensuite transmis au CNU. Et c'est les membres du CNU, donc je ne sais pas si c'est pareil dans tous les CNU, dans le nôtre, il y a 2 rapporteurs par dossier. Donc on évalue les dossiers, on rédige un rapport motivé avec notre avis, etc. Et ensuite, pendant la session d'évaluation des dossiers de qualification du CNU, on se retrouve tous dans un même lieu pendant plusieurs jours et on reprend toutes les demandes de qualification, l'une après l'autre. Les rapporteurs présentent le dossier, donc le cursus du candidat, donnent leur avis sur le dossier. Et ensuite, il y a une discussion qui s'engage. C'est jamais juste 2 rapporteurs qui disent « oui, c'est bon, on met un tampon et ça passe ». On discute. Et ça arrive très fréquemment que l'évaluation faite par les rapporteurs soit rediscutée
et puisse éventuellement être modifié. C'est-à-dire que les rapporteurs vont avoir considéré que le dossier était trop faible, et finalement, en discutant tous ensemble, en voyant ça par rapport à tous les autres dossiers qui ont pu être reviewés, etc., on peut dire, ben non, finalement, il passe, ou au contraire, il passe pas. Donc, on n'a pas de côté arbitraire d'une personne qui juge un dossier. C'est vraiment quelque chose qui est fait de façon collégiale. Et comme tu le disais, il y a 30 à 40 personnes dans la salle. Ouais. Ça peut durer très longtemps, des fois. De toute université. Donc, c'est vraiment une évaluation qui, à mon sens, est objective. Ah oui, oui. C'est pas possible que quelqu'un fasse influence 40 personnes venant de tous horizons. C'est pas possible. Donc, ça lisse, c'est pour éviter tout ce qui peut se raconter, dire oh, non mais ils ont choisi parce que je sais pas. Non, c'est quand même très objectif. Peut-être un petit conseil, c'est aller sur le site du CNU, voilà, Google est mon ami, CNU, vous allez tomber dessus tout de suite. Vous avez les différentes sections et la plupart des sections, c'est le cas, tu l'as cité, en 67 ça aussi, il y a des recommandations. Vous avez une petite rubrique recommandations pour la qualification. Donc il y a un petit texte. Il y a des documents, nous on fait une fiche de synthèse justement. Il y a des recommandations générales à toutes les sections et après il y a des recommandations spécifiques par section. Donc lisez ça. C'est bien. Et peut-être pour éviter le défaut majeur, c'est ne faites pas de CV, comment je pourrais dire, d'accumulation. C'est-à-dire, j'ai fait ça, et puis on fait une grande liste à l'après-vert. Ça c'est pas bon. Parce que, comme l'a dit Marianne, on est 40 personnes, on a, suivant les sections, 400 dossiers, en gros, de 400-500 dossiers de qualification par an. Donc on ne va pas passer, ou si on le fait et qu'on passe 3 heures sur chaque dossier, ça énerve le référé. Donc voilà, il faut faire des dossiers synthétiques et très précis. C'est-à-dire, quand on parle d'activité de recherche, on fait un chapitre activité de recherche, on fait un chapitre d'activité de formation, on ne mélange pas tout, vous voyez ce que je veux dire? Dans la biblio, c'est souvent des erreurs qu'on voit classiques sur les dossiers, des biblios qui sont mal construites, ce qui est paru, ce qui n'est pas paru, ce qui est soumis, ce qui est en préparation. Ouais, donc il faut bien, et en général, les recommandations sont bien claires là-dessus. Très, très importantes. Dans notre section, par exemple, article en préparation est soumis mais pas accepté, on comptabilise même pas. Et en tant que rapporteur, quand on a effectivement 50 dossiers à évaluer et qu'on doit reprendre article par article pour vérifier ceux qui sont réellement publiés, ceux qui sont en préparation et tout, ça agace un petit peu, d'accord? Donc essayez de faire ressortir les choses de façon synthétique. Ensuite, les préconisations sur le niveau de dossier qu'on attend de chaque candidat, là aussi c'est quelque chose qui est normalement affiché sur la page de chaque CNU. En 69, par exemple, notre critère de base, purement comptable, c'est 3 publications dans des journaux internationaux à comité de lecture, ou bien s'il y a une activité d'enseignement significative pendant la thèse, l'équivalent d'un poste d'ATER à peu près ou d'un monitorat, on considère que 2 publications peuvent être suffisantes. Mais ça, ce sont des critères que l'on rediscute entre nous pendant nos réunions de CNU chaque année, qui sont affichés sur notre page CNU et qui sont différents pour chaque CNU. Chaque CNU a ses propres critères, met la barre à un niveau différent. Et ensuite, on va aussi, bien évidemment, si c'était purement comptable, vous enverriez votre liste de publis, on passerait ça dans des ordinateurs et puis l'affaire serait faite. Au-delà de ça, on prend beaucoup d'autres choses en considération. Donc, ce n'est pas uniquement le nombre de publications. Il y a des dossiers qui sont très faciles, où il y a 5 papiers qui sont pile poil dans le champ de notre section, avec en plus de l'enseignement, c'est bon. Après, si on voit qu'il y a eu des interruptions d'activité, si vous avez passé votre thèse et que vous faites votre dossier de qualification 2 ans plus tard, sans avoir exercé dans un laboratoire entre-temps, on va se poser un peu des questions, on va tiquer un petit peu. Et de toute façon, il faut avoir un laboratoire, il faut avoir une activité de recherche au moment du dépôt des dossiers. Donc vous ne pouvez pas être complètement en dehors du champ de la recherche
et déposer un dossier. Donc effectivement, c'est une bonne chose de le faire assez rapidement après la thèse. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une activité de recherche pendant la thèse ou pendant le postdoc? Enfin, une activité de recherche, non, d'enseignement plutôt. Non, oui, parce que de recherche, sinon ça pose un problème. J'avais un peu de mal. Je ne comprenais pas la question. D'enseignement. L'activité d'enseignement n'est pas du tout obligatoire. En ce qui nous concerne, on veut une activité de recherche suffisante. L'activité d'enseignement n'est pas obligatoire. On prend en considération l'activité d'enseignement parce que c'est quand même une qualification pour devenir enseignant-chercheur, et aussi parce qu'on considère que l'investissement dans l'enseignement d'un étudiant au cours de sa thèse a pu freiner sa production scientifique. Donc on ne va pas avoir les mêmes exigences. Mais ça n'a pas de caractère obligatoire. Je crois qu'on peut dire, pour décrisper le débat éventuel, s'il y a crispation, c'est que le fonctionnement du CNU n'est pas fait pour exclure. Ce n'est pas fait pour dire il y a 400 demandes, on n'en prend que 100 et on va éliminer 300. C'est au contraire fait, et Mariam l'a très bien dit, pour évaluer, c'est l'évaluation. Alors on en parle beaucoup de l'évaluation, mais ça a un intérêt quand même, l'évaluation. C'est pour évaluer justement des dossiers qui sont particuliers. Quelqu'un qui a 10 Nature à la fin de sa thèse, mais qui a fait 0 enseignement, ça va passer. Nous, chez nous, c'est pareil. Hein. On va mettre la prime sur la recherche. Je veux dire, ok, mais il est très très bon en recherche. Quel est le critère qui pourrait nous dire on ne va pas le qualifier parce que cette personne, on n'en veut pas à l'université alors qu'il est très bon en recherche? Voilà, c'est à se flinguer. Mais voilà, et pour la formation, n'hésitez pas à faire valoir toute action de formation. Alors un exemple très simple, c'est ce qu'on appelle les fêtes de la science. Vous connaissez tous. Vous êtes parfois sollicité par vos labos pour tenir un stand. C'est de la communication. Alors, Pierre Barthélémy est là, c'est de la communication scientifique. Donc pour nous, en 67, si vous n'avez jamais fait de formation au sens, vous n'avez pas fait de TP, de TD, voilà, mais vous avez fait de la communication scientifique auprès des lycées, auprès des sciences de la fête, ça compte. Voilà, si vous avez une petite lettre de votre département d'enseignement qui vous dit que vous avez, ou de votre directeur labo qui dit que vous avez bien participé à un atelier à Fête de la Science, c'est de la communication scientifique, ça va compter. Oui, ce sont des choses qui sont valorisées, ça c'est sûr. Juste pour rajouter une chose par rapport à l'enseignement, ça nous est arrivé il y a 4 ou 5 ans de ça, de refuser un dossier c'était un dossier sur le plan scientifique qui était très bon, hein. Il cochait tous les critères, c'était impeccable, il y avait je ne sais pas combien d'articles dans des revues prestigieuses, un très très bon dossier. On l'a retoqué. Et j'en parle parce que j'étais évaluatrice de ce dossier. Et avec l'autre évaluatrice, on avait eu la même lecture de ce dossier-là. Mathématiquement, ça rentrait dans les clous. Le dossier était rédigé d'une façon... les choses avaient été jetées sans queue ni tête, dans tous les sens. Il fallait chercher l'information, on n'y comprenait rien. On avait fini par être obligé de faire un PubMed de la personne pour retrouver la liste de publications. Et notre motif de refus, et en tant que commission d'évaluation, on est dans notre droit de le faire, on a refusé ce dossier parce qu'on a estimé qu'il était trop mal construit et qu'en fait, ça augurait mal des qualités pédagogiques de la personne qui candidatait. Et donc, prenez soin de la façon dont vous rédigez votre dossier, parce que quand vous avez un dossier qui est un peu limite, ça peut être rédhibitoire, on peut se dire, mais cette personne n'est pas capable de suivre des consignes pour rédiger son dossier correctement, n'est pas capable d'être claire juste pour nous dire un peu ce qu'a été sa carrière. Comment cette personne va être capable de transmettre du savoir et des compétences à des étudiants par la suite. Donc c'est quand même très important. Vous dites de faire la qualification après la thèse, mais en général, on est en concurrence avec les personnes qui ont fait des postdocs, voire plusieurs postdocs, qui sont en général... Il n'y a pas de concurrence. Non, Il n'y a pas de concurrence. Mais alors, expérience professionnelle, on n'a pas du tout la même expérience professionnelle en même temps, Oui. par exemple. Donc, Alors, ça n'a rien à voir, dans le sens où, comme on le disait, il n'y a pas de...
Il n'y a pas Il y a pas de de classement, quota, il n'y a pas de classement. Mm. On évalue chaque dossier en tant que tel. La raison pour laquelle on compare les dossiers entre eux, c'est pour être sûr d'être équitable avec tous. Si on a accepté quelque chose pour un dossier, on ne peut pas le refuser pour un autre. C'est juste dans ce sens-là. Mais il n'y a pas de compétition entre les dossiers pour la qualification. Mais c'est pour après. Pour postuler au poste de maître de conférence, bien évidemment qu'il y a une compétition. Mais c'est valable 5 ans, la qualification. Voilà, comme vous l'a dit Marianne, c'est valable 5 ans. Donc si vous avez votre qualification, vous pouvez très bien faire ensuite un postdoc et ne postuler réellement sur un poste en université qu'après votre postdoc, 2 ans après. Mais vous gardez le bénéfice de votre qualification pendant 5 ans. Voilà. Et pour la comparaison des dossiers, nous par exemple en 67, le postdoc, on compte ça comme activité de recherche. Ah oui, oui. Donc en exigence de publication, on va être plus exigeant qu'un jeune docteur qui sort juste de sa thèse. Donc si quelqu'un a fait 2 ans de postdoc, ben, on va dire c'est au minimum 2 publications de plus, parce qu'il a fait 2 ans de recherche de plus. Vous voyez ? Et ça, il y a toute une stratégie adoptée dans justement le dépôt de vos dossiers. C'est-à-dire que lorsque vous avez un bon dossier, vous avez beaucoup de publications, mais vous allez changer de postdoc et vous voyez le creux de la vague se profiler devant vous en termes de publications, faites votre dossier maintenant. Attendez pas 2 ans d'être en plein milieu du creux de la vague pour le faire. Vous le faites maintenant et vous avez 5 ans devant vous pour postuler après sur des postes de maître de conférence. Si vous attendez que le moment où vous allez avoir peut-être un peu moins de publications parce que vous êtes en train de relancer des projets et que vous n'êtes pas encore complètement avec tous vos sets de data, c'est pas le meilleur moment forcément. J'avais une question. Après 5 ans, si on n'a pas un poste de maître de conf, du coup, Et ben vous faites une requalif. D'accord. Et du coup là, c'est le dossier qu'on rajoute les publics. Alors la requalif, dans notre section, on évalue que les 5 dernières années. On considère qu'on évalue la période pour laquelle vous n'avez pas été évalué en fait. Donc on regarde les 5 dernières années. Vous pouvez avoir eu 10 Nature au moment de votre première qualification. Si pendant les 5 années suivantes vous n'avez rien publié, vous ne serez pas requalifié. Voilà. On évalue votre... On ne reprend pas tout, c'est-à-dire on ne revient pas à votre thèse. Non. Vous voyez ce que je veux Juste dire ? la période. On regarde juste la période sur 5 ans. Alors le dossier, vous devez quand même représenter tout, la thèse et tout, mais ce qui sera réellement évalué, mis dans la balance, c'est ça, c'est cette période de 5 ans. Une question juste de... Du coup, ça veut dire que si on passe les qualifs à la fin de la thèse, par exemple pour la section 69, vous attendez à ce qu'à la fin de notre thèse, on ait fait déjà 3 papiers. Oui, Exactement. 3 papiers ou 2 papiers de l'enseignement. Et c'est pour cette raison... Il y a beaucoup de dossiers qui ont ce... Non, il y a beaucoup de dossiers qui ont ça. Non, Il y a beaucoup de dossiers juste qui ont une ça. petite remarque, alors en tant que directeur de D, Frédéric sera sur le même avis que moi, pourquoi les OD vous demandent de publier? C'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il y a la qualification et qu'on sait tous que, voilà, quand on dit une publication au premier auteur minimum, c'est le minimum. C'est comme quand on dit aux enfants, la moyenne c'est 10. 10, on passe. Ok, 14, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on demande, c'est pour la qualification, il ne faut pas que vous vous retrouviez sous la barre de la qualification. C'est le minimum. On considère que quand on donne la qualification, ça vous donne l'autorisation de postuler ensuite sur des postes de maître de conférence. Le candidat qu'on a qualifié avec 3 articles au moment de son dépôt de qualification, il ne va pas pouvoir décrocher un poste de maître de conf avec ça. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez avoir la qualification, mais il va falloir continuer à publier pour avoir le niveau nécessaire pour pouvoir postuler sur un poste de maître de conférence. Donc, quand on parle de 3 articles minimum, c'est vraiment le rat des pâquerettes pour avoir sa qualif, quoi. Au niveau des publications, il y a aussi une part de chance parce qu'il y a des personnes qui avaient travaillé à s'arracher les cheveux pour avoir des publications. Elle n'a pas atteint un appât, mais c'est pas pour autant que son travail était mauvais. Oui, mais ça, au final, on pourrait. Je pense que tous les candidats sont intimement convaincus d'avoir donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour avoir le meilleur dossier possible.
au final, il y a des critères qui sont là. Et... Ça dépend d'énormément de choses, ça dépend du laboratoire. Oui, tout à fait. C'est Le choix du laboratoire est très important. Ça dépend du sujet sur lequel on travaille. Le choix du postdoctorat est extrêmement important aussi. Il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres. Quelqu'un qui prend quelque chose en cours, c'est facile, alors que si c'est un projet, c'est... Encore une fois, le 3, c'est le minimum. Après, on évalue, 3 c'est le minimum, après on évalue, effectivement, on prend en considération d'autres critères des fois dans nos évaluations. Mais on ne descend jamais en dessous de ce minimum de 3. Ça, c'est vraiment la barre de... Il y avait une question derrière. Hein. Oui, voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que pour quand on était aux sections réduites, il fallait être en activité de recherche. J'aurais bien aimé savoir pourquoi. Parce que vous devez pas être à la page d'il y a 10 ans en termes scientifiques, vous devez être à la page d'aujourd'hui, parce que vous êtes amené à faire de la recherche et vous êtes amené à enseigner la science telle qu'elle est faite aujourd'hui aux étudiants. Donc vous devez être en activité de recherche au moment du dépôt. L'activité de recherche, c'est pas forcément être dans un laboratoire. Vous pouvez, nous on a eu le cas cette année d'une personne qui avait arrêté après sa thèse et qui faisait de l'enseignement en lycée, qui était prof en lycée, et qui voulait passer ses qualifs, mais il avait, je ne sais pas de quelle façon, gardé des contacts avec son ancien labo, et des travaux issus de sa thèse étaient en train d'être publiés, il y avait son nom, il y avait une publication récente de cette personne, c'est passé. Voilà. Une question ici. Excusez-moi, est-ce que vous jugez l'originalité des publications? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient beaucoup, mais il n'y a pas de valeur. Il y a des gens qui font... Alors, vous faites référence à quoi? À l'impact facteur des papiers ou à... Oui, mais c'est même surtout... il y a des gens qui font des petits trucs, mais... c'est plutôt de l'ingénierie plus que de la recherche, mais ils publient quand même ça et ça fait beaucoup de papier. Oui, méthodologie. Papier, méthodologie. Oui, voilà, ça on le sujet qui amène voilà, des petits résultats derrière. Des petits résultats et... Alors ça, on le prend en considération, mais encore une fois, dans notre section en tout cas, la politique, c'est d'être assez ouvert. Et une personne qui va remplir les critères, même avec 3 petits papiers, ça passe quand même. Mais par exemple, si à côté de ça, il y a un dossier où il n'y a que 2 papiers, mais la personne est premier auteur dessus et c'est publié dans Cell, on ne va pas dire oh, il n'a pas 3 papiers, on ne le prend pas. On prend en considération le... Il ne faut pas traduire en numérique l'évaluation. On rappelle qu'on est 40 personnes autour de la table et on lit le dossier. Voilà. Et c'est pas inversement, moi j'ai une expérience de quelqu'un qui a publié dans un Nature à qui on a refusé la qualification. Alors ça peut paraître, donc c'est l'inverse de vos inquiétudes, mais parce que voilà, on a lu le papier, on savait très bien comment ça s'est fait. Et vous savez que dans des gros papiers comme ça, vous pouvez avoir 50 auteurs et il y a des contributions différentes entre les gens et la contribution de la personne n'était pas du tout à la hauteur de la hauteur du papier. Donc on ne se laisse pas non plus éblouir par des impact facteurs qui a priori sont dorés sur tranche. Et en ce qui concerne le côté original des études, il nous est arrivé aussi d'accepter la qualification d'un dossier qui était en termes de critères, et c'était pas du tout dans les clous, c'était quelqu'un qui avait déjà une carrière derrière lui, c'était très particulier, mais il travaillait sur un domaine qui était extrêmement spécifique, il s'intéressait, il était paléontologue en fait, et il s'intéressait aux boîtes crâniennes des dinosaures qui lui permettaient de déterminer la forme du cortex au niveau du cerveau des dinosaures. Donc c'est quand même très très éloigné de ce que nous on fait, mais on a trouvé ce champ d'intérêt très original, très intéressant, et on s'est dit que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas souvent dans nos sections et qui pouvait être un atout peut-être pour une université, qui pouvait être intéressée par un profil comme ça, et donc on avait qualifié le dossier. L'idée c'est toujours de déterminer est-ce que les candidats vont être capables ensuite d'enseigner, donc avoir un poste de maître de conférence, et est-ce qu'ils apportent quelque chose de pertinent à notre section.
Il va falloir qu'on enchaîne. Dernière question. C'était juste sur les timings, en fait, quand on dit qu'il faut toujours être en activité de recherche, il faut faire le dossier tant qu'on est en thèse, ou alors il faut attendre d'avoir le postdoc, parce qu'entre les deux... Alors, il faut avoir soutenu sa thèse au moment où le dossier va... la transmission des documents du dossier se clôt. Donc, généralement, au plus tard, ça va être courant décembre qu'il faut avoir soutenu sa thèse pour postuler aux qualifications de l'année suivante. Et ensuite, sinon, vous pouvez le faire dès le début de votre postdoctorat ou après votre première année de postdoctorat. L'idée, c'est toujours d'être dans une période faste, entre guillemets, en termes de publication. Voilà. Il y avait quelqu'un derrière. Oui. Les sujets confidentiels sans publication. Alors, je peux répondre tout de suite. Les sujets confidentiels, si c'est dit comme tel, avec un document, confidentialité pour des raisons industrielles ou d'intérêt, voilà, il n'y a aucun problème, c'est pris en compte, on dit ok, c'est confidentiel. Voilà. Mais du coup, comment vous faites pour traiter de façon équivalente par rapport aux autres candidats? Eh ben, il faut que c'est là où le dossier doit être extrêmement explicite et bien fait pour expliquer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, il faut qu'on puisse comprendre à la lecture de dossier que c'est confidentiel. Ça arrive, les gens disent, ben voilà, je travaille sur tel domaine, mais je ne peux pas, je dis n'importe quoi, je ne peux pas donner le nom de la molécule parce que je suis sous embargo avec l'entreprise machin. Si c'est clairement dit comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut que ça soit bien clair, qu'on ne se dise pas, mais est-ce que c'est réellement confidentiel, est-ce qu'il cache quelque chose, enfin, vous voyez. Et après, on va évaluer la qualité du dossier dans ces cas-là, la construction même du dossier, et ce que vous allez pouvoir mettre en termes d'activité et puis de projets de recherche que vous pouvez avoir. On enchaîne, on pourra poser peut-être des questions après, mais je crois que Vincent est un peu contraint par le temps. Oui, donc on va les laisser parler. Oui, moi je vais vous parler un peu plus du postdoc. Qui projette de faire un postdoc dans la salle? Vous avez peut-être déjà commencé à chercher un petit peu, ou vous avez regardé, vous êtes intéressé un peu. Comment vous avez fait? Vous avez regardé les offres, les annonces qu'il y avait sur certains sites? Ouais. Oui, contacter directement un laboratoire d'intérêt dans lequel vous travaillez. Exactement, c'est ce que j'allais vous proposer, ça tombe bien. Donc oui, là, en fait, l'idée c'est de vous faire un petit retour d'expérience de ce que j'ai vécu moi sur un postdoc. Quand j'étais en dernière année de thèse, le directeur de thèse me disait, bon, voilà, dans 10 mois, tu soutiens, va falloir que tu commences à regarder pour les postdocs. Donc je commence à regarder, j'ai commencé à fouiller pour les annonces, etc. J'ai envoyé mon CV, mes lettres de recommandation, mes dossiers, en répondant à 1, 2, 3, 4 annonces. J'ai jamais eu de réponse, ou alors des réponses négatives. Et je me suis assez vite dirigé en fait sur de la candidature spontanée, tout simplement. Et avec la candidature spontanée, on est confronté à une réponse qui est souvent une réponse très... des réponses qui sont cordiales, où on sent déjà quand vous avez la démarche de contacter le laboratoire, ça veut dire que vous avez fait l'effort de chercher ce sur quoi le labo travaillait, les thématiques, etc. Vous avez fouillé. Ça, c'est quand même un premier argument qui joue bien en votre faveur. Et souvent, la réponse que vous allez avoir, c'est « je serais très heureux de vous accueillir en postdoc, mais il nous faut des sous. On n'a pas de sous comme ça. » Et c'est là qu'interviennent les financements postdoctoraux. Alors il y a plein de financements. Moi je vais vous parler de celui que j'ai eu la chance d'obtenir. Et je vous conseille de peut-être prendre une photo de cette diapo-là, parce que j'ai trouvé ça il y a quelques jours. C'est le lien là, que je vous ai mis, c'est en fait un fichier collaboratif qui recense, alors je ne sais pas si c'est l'ensemble, mais je trouve que c'est assez exhaustif. Il y a 240 et quelques possibilités de financement postdoctoral. Alors on ne peut pas candidater à tous les financements, il y a des modalités qui vont être très différentes en fonction d'une bourse ou de l'autre, sur les sommes d'argent, sur les personnes qui peuvent candidater. Il peut y avoir des restrictions géographiques, ça va être des bourses pour aller travailler en Chine ou en Australie, ou alors des bourses
uniquement pour les personnes ressortissantes d'un ou plusieurs pays. Voilà, dans toutes ces possibilités-là, il y a des options, il y a des bourses qui sont assez peu connues, où finalement il y a assez peu de candidats, on va en parler un petit peu tout à l'heure, et ça vaut le coup d'aller voir si on est éligible. Il y a des gros noms, alors je sais que bon, dans les sciences de la vie, il y a 2-3 noms comme ça qui ressortent, des bourses MBO ou Human Frontier Science Project, je ne sais pas ceux qui travaillent en sciences de la vie ou en biologie ont entendu parler. Et moi, à chaque fois, sur les candidatures spontanées, ce qu'on me disait, c'est « bah ouais, ce serait bien, il faudrait qu'on monte un projet Marie Curie ». Vous avez déjà entendu parler des bourses Marie Curie. Les bourses Marie Curie, donc je vous ai mis le logo, et je vous ai mis juste à côté le logo, le drapeau de l'Union européenne et le logo de la Commission européenne. Les bourses Marie Curie, ce sont des initiatives de l'Union européenne. Alors les Marie Curie Actions, les MSCA, c'est plus que des bourses pour des post-doctorats, ça couvre de nombreuses initiatives. Le terme commun, c'est qu'il y a une implication de l'Union européenne. Et qui dit implication de l'Union européenne, dit quelques obligations, notamment de mobilité. Si vous voulez postuler à une bourse Marie Curie, il y a quelques obligations. Ce n'est pas hyper contraignant. Ça peut le devenir en fonction de notre situation personnelle. L'obligation numéro 1, c'est la mobilité internationale. Une bourse Marie Curie, c'est au minimum une mobilité dans l'Union européenne. Il y a aussi une variante mondiale où c'est une mobilité dans un autre pays, pas forcément de l'Union européenne. Mais ça, c'est la figure imposée pour candidater à ce type de bourse postdoctorale. Donc si vous trouvez un labo qui vous intéresse et qui est partant pour un postdoc et qui dit « bah ouais, très bien, on va essayer de trouver des financements », idéalement, il faudrait qu'il soit dans un autre pays. Ou tout du moins, que vous n'ayez pas vécu plus d'1 an au cours des 3 dernières années dans le pays dans lequel le laboratoire se situe. Ouais. L'obligation de mobilité internationale, c'est l'obligation que la bourse soit dans un autre pays. Pas d'avoir été mobile pendant... pas d'être déjà... Non, c'est que vous alliez faire le postdoc dans un autre pays. Voilà, c'est ça cette obligation. C'est vous qui êtes mobile lors du projet. Ensuite, alors il parle en fait sur le site de l'Union européenne, il parle de experienced researcher qui peut candidater, un chercheur expérimenté. J'ai copié, collé, traduit la définition du chercheur expérimenté selon l'Union européenne. C'est 4 ans d'expérience justifiée en temps plein dans la recherche après le master, ou une thèse validée. Voilà. Donc vous êtes quasiment tous des chercheurs expérimentés. Vous allez bientôt le devenir. Et donc, ça y est. Et donc un des critères, et ça c'est pareil, ça j'appuie vraiment énormément, en fait, bon, la bourse Marie Curie, ça va être de l'argent qui est fléché en votre nom. C'est une bourse qui est personnelle pour développer son projet, mais il y a un point qui est crucial, c'est le superviseur. En fait, ce que vous allez chercher, c'est plus que de la supervision, ça va être du mentoring, vraiment. Trouver quelqu'un qui va vous épauler dans la construction du dossier, parce qu'on n'est pas suffisamment préparé pour écrire une demande de financement. Et avoir ce chapeautage, c'est vraiment crucial, et ça va vraiment vous aider. Donc ça, voilà, ça ce sont les obligations. Il faut trouver un superviseur et donc par là même un laboratoire hôte. Donc typiquement, ça va être un des directeurs de recherche du laboratoire qui vous intéresse, que vous contactez, qui sera votre superviseur dans un autre pays. Moi, dans mon cas, ça a été à Vienne, en Autriche, où j'ai contacté une personne qui m'a dit bah, « Ok, banco, on va faire ça ». Généralement, d'ailleurs, moi, ce qui m'avait été proposé dans ce cas-là, c'était non pas de faire une, mais plusieurs demandes. C'est tout à fait possible. C'est pas parce que vous faites une demande de bourse Marie Curie que vous n'avez pas le droit de demander des sous ailleurs. On a fait 3 demandes au final. On a fait MBO, Marie Curie, Human Frontier Science Project. Alors pour la petite histoire, on a fini par avoir la bourse Marie Curie. Pour la bourse MBO, on m'a envoyé un mail, qui a été je pense le mail le plus désastreux que j'ai reçu, où on m'a explicitement dit que c'était mauvais ce que j'avais fait. On m'a dit qu'il m'avait classé dans le dernier quartile. On m'a dit voilà, on ne vous retient pas, vous êtes dans les derniers 25%, merci, au revoir. Et par contre, sur une autre bourse,
on a fini, on a été sélectionné. Les critères d'évaluation sont différents, les tropismes aussi sont différents. Pour EMBO, ça va être très axé mécanistique, biologie cellulaire, poussé. Les bourses Marie Curie, il n'y a pas du tout de restriction de thématique, en tout cas très très peu. Je vous avais préparé ça. Les bourses Marie Curie, en gros, il y a quelques grandes catégories dans lesquelles ils veulent que vous vous inscriviez. Il faut indiquer en fait dans quel domaine vous allez proposer votre sujet. Vous voyez que c'est des domaines qui sont hyper larges. Donc, en gros, il n'y a vraiment pas de restriction sur la nature du projet que vous allez développer. À partir du moment où ça rentre dans les sciences de la vie, les mathématiques, la physique, voilà, ce sont des mots-clés qui sont vraiment très très larges. Donc il y a très peu de restrictions là-dessus. Et je voulais quand même parler d'un aspect important. Qu'est-ce qu'on vous donne sur une bourse Marie Curie? Ça correspond à quoi? Une bourse Marie Curie, c'est une bourse, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est personnelle. C'est une bourse qui va vraiment être affiliée à Monsieur X ou Madame X qui a monté le projet avec un superviseur dans un laboratoire hôte, et c'est les sous de Monsieur X ou de Madame X. Ça vous couvre pendant 12 à 24 mois, en fonction de comment vous avez rédigé le projet. Généralement, on vise toujours sur 24 mois. 12 mois, ça passe très vite, 24 mois, ça passe très vite aussi. Ça couvre votre salaire, ça couvre vos frais administratifs, donc c'est-à-dire l'administration de votre laboratoire d'accueil va avoir des frais pour gérer votre emploi, votre arrivée dans le laboratoire, etc. Et ça couvre aussi les frais de recherche. Bon, dans les faits, ça couvre une partie finalement des frais de recherche. Là, ce que j'ai indiqué, c'est 800 € par mois pour couvrir les frais de recherche. En fonction du projet de recherche que vous avez, ça peut être très large, comme ça peut être clairement insuffisant. Si vous sortez de l'artillerie lourde à base de séquençage ou d'analyse de protéines, de transcrits, etc., avec des machines de nouvelle génération à haut débit, ça va être très vite limitant. Mais par contre, ce que ça dégage, c'est le poste de dépense le plus important pour le laboratoire, c'est votre salaire. Votre salaire, il est intégralement couvert. Et je vous ai mis, donc ça c'est la grille que j'ai récupérée hier ou avant-hier, c'est les salaires en euros bruts. Alors, honnêtement, c'est un des bons points. C'est l'Union européenne n'est pas ravie. Et contrairement à la France. Et une chose aussi que je trouve qui est très fair-play, on en discutait avec des collègues, la bourse vous impose une mobilité. En revanche, elle vous donne d'office une prime supplémentaire de mobilité. On considère que vous pouvez avoir des attaches dans un pays. Vous devez avoir les moyens d'y retourner de temps en temps. Et si vous quittez votre conjoint, momentanément je parle, parce que votre conjoint ne peut pas vous suivre, si vous êtes marié ou pacsé ou tout type d'union qui est reconnu par votre pays d'origine, vous avez le droit à une prime familiale, en quelque sorte, qui s'ajoute. Voilà. Ça ouvre une perspective. Ah, mais, concrètement, moi, ça a permis de maintenir mon couple. Parce que si vous avez votre conjoint qui ne peut pas vous suivre dans un autre pays parce que votre conjoint, manque de bol, a aussi des aspirations professionnelles, mais pas dans le même pays que celui dans lequel vous vous dirigez, et ça permet vraiment de couvrir les frais de transport qui se lèvent tout de suite. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages de cette bourse Marie Curie. Pendant 24 mois, ça couvre votre salaire d'une manière relativement généreuse et les primes qui permettent de couvrir finalement les dépenses supplémentaires qui découlent de cette mobilité imposée. Et juste, je vais donner une dernière petite info, et après vous pourrez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Concrètement, quelles sont les chances de décrocher une bourse Marie Curie?
Moi, je pensais honnêtement que j'avais pas les épaules pour. Quand j'ai candidaté, je me suis dit, de toute façon, c'est perdu d'avance. Quand j'ai reçu ma lettre de la bourse MBO, je me suis dit, de toute façon, je le savais, parce que j'avais pas les... Et en fait, ça a fini par passer. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'était inatteignable, parce que on nous le vend comme de l'excellence, etc. Alors, pas prendre non plus tout le monde, mais il faut pas rougir en fait face à ça. Il faut se lancer, il faut pas hésiter en fait, parce que vous avez vu, on est considéré comme chercheur expérimenté à partir du moment où on valide un doctorat. Ils vont pas demander une liste de publications longue comme le bras. Les évaluateurs savent que quand on ressort d'une thèse, surtout quand on l'a fait en 3 ans, on ne peut pas non plus avoir 10 publis. C'était loin d'être mon cas, et c'est passé. Je ne voulais pas non plus vous faire un topo sur comment rédiger une bourse, etc. Vous avez plein d'informations en ligne, et surtout, si vous êtes intéressé, il y a des référents qui existent dans de multiples universités, c'est ce qu'on appelle les NCP, c'est les National Contact Points, donc les points de contact nationaux, qui sont des référents en fait pour toutes les demandes de bourses européennes, notamment les bourses Marie Curie, et ce sont toujours des personnes de très très bons conseils. Je sais qu'il y en a un à l'université de Poitiers qui est un Jean-Marie Pincemin. Donc voilà, ça ce sont vraiment, je vous invite à contacter ces personnes-là si vous souhaitez rédiger un projet, parce que ils auront de très très bons conseils. Et simplement, le projet, on va dire que le dossier, c'est une petite partie de science, et il y a un poids très important sur votre devenir. Il vous demande de vous projeter en fait, et il vous demande de prendre un peu de recul en disant en quoi ce postdoc, en quoi cette bourse va m'aider à me développer et à lancer ma carrière en tant que chercheur. En quoi c'est une bonne chose pour la manière dont j'imagine ma future carrière. Donc ça demande un exercice de aussi prendre un petit peu de recul. Il faut se l'avouer aussi de connaître le jargon de ce qui est attendu, parce que c'est pas du tout de l'écriture scientifique, c'est vraiment savoir ce que les évaluateurs là-haut entendent par intégration, épanouissement dans le monde de la recherche, ce genre de choses-là. Donc il y a plein de choses qui sont prises en compte, les ressources du laboratoire d'accueil, comment vous vous projetez dans votre carrière, etc., etc. Et sur la partie scientifique, ils mettent 3 critères principaux. Alors c'est des mots vraiment bateaux, hein. C'est d'évaluer sur l'excellence, bien évidemment, sur l'impact et sur l'implémentation. Et il y a un système de pondération, mais c'est juste pour vous expliquer en fait comment ils arrivent à vous donner une note. Donc il y a ces 3 paramètres-là. Donc dedans, il y a un petit peu de scientifique. On va vous demander de planifier l'implémentation. Typiquement, c'est un Gantt, des délivrables, des milestones, de la gestion des risques, ce genre de choses-là. Paraissent un peu rébarbatives, mais finalement c'est on vous demande de réfléchir à ok, on va vous donner des sous, je sais pas, je vais peut-être passer un peu vite. 2 ans, c'est entre 155 et 180 000 euros que l'Union européenne vous donne. Ils veulent juste s'assurer que vous avez réfléchi à comment vous allez les utiliser, quoi. Ce qui peut paraître normal. Et donc tout ça, il faut y penser. On vous donne une note qui se traduit en un pourcentage, qui va de 0 à 100, en gros. Et j'ai récupéré les tableaux pour vous donner un ordre d'idée. Alors, en fait, ici, en gros, c'est les notes à partir de 70% de notes jusqu'à 100%. Et ici, ce sont les différentes catégories, LIFS, pour Life Science, ce sont les différentes catégories mathématiques, physiques, les catégories et de domaines de recherche. Les domaines de recherche, c'est les domaines européens. Vous voyez ça sur l'ERC, European Research Council. ERC, vous regardez, vous allez voir les domaines. C'est les mêmes domaines ANR, c'est à peu près généralisé partout maintenant. Donc, ce tableau, en gros, ça vous donne le nombre de demandes qui a atteint le score donné. Vous avez en sciences de la vie 0% des propositions qui sont à 100%, personne n'est parfait. 0,35 à 99, etc. C'est cumulatif.
Ça veut dire que là, ici, il y a 15,29% qui ont été notés à 94% ou plus. Et les cases qui sont colorées, en fait, c'est les seuils d'acceptation et de financement. Donc ça vous donne à peu près une idée. En gros, on est à peu près 15% de taux de réussite. C'est pas énorme, mais c'est plus, par exemple, que les taux de financement des agences nationales, de l'Agence nationale pour la recherche, par exemple. C'est quasi... Voilà, c'est ce que je vais dire, c'est quasiment 2 fois plus. C'est pas tellement pour moi que je vous pose la question, mais par rapport à votre diapositive précédente, c'est plus pour eux. Quand vous parlez de l'excellence, est-ce que c'est l'excellence du projet, l'excellence scientifique du projet, ou est-ce que c'est également l'excellence de ce que vous avez réalisé en thèse et du projet que vous proposez? C'est l'excellence du projet. C'est l'excellence uniquement du projet. Ouais. C'est l'excellence du projet. On fournit un CV ensuite, mais vraiment sur... on a toutes les informations sur, en ligne ou par les points de contact nationaux sur la structure du document à rédiger. Et dans l'excellence, c'est l'état de l'art de la connaissance vis-à-vis de votre projet et là où vous allez pousser la connaissance plus loin. Donc c'est l'excellence sur votre projet. Est-ce que le dossier peut être déposé avant la soutenance de la thèse? Il faut avoir soutenu. Il faut avoir soutenu, ouais. Une date de soutenance. Moi j'ai vu des bourses. Il me semble qu'il faut avoir soutenu. Alors les deadlines pour cette année, je vais récupérer ça. Ah non, c'était pour l'an dernier, pardon. Mais ça tombe toujours vers le mois de septembre. Ça tombe toujours vers le mois de septembre. Donc, généralement, le temps de monter un projet, allez, vous soutenez en octobre, novembre. Vous avez déjà contacté peut-être un laboratoire qui vous intéresse. Moi, en termes de timeline, j'avais contacté en février-mars d'une année X le labo qui m'intéressait. On a monté le projet, on l'a soumis donc, sur la septembre de la même année. Donc, de mars à septembre, ça nous a pris 5-6 mois, quoi. Et on a eu la réponse. En fait, il faut se projeter pour un démarrage de postdoc au moins une année après, quoi. Et donc toi, tu as monté le dossier alors que tu n'avais pas encore soutenu ta thèse? Parce que je pense que c'est ça. Eh bien oui. Donc oui, donc tu peux, ouais. Mais oui, parce que c'était mon cas. Ben oui. Mais oui. Je peux même le confirmer. C'est vrai. Ouais. Au moment de la rédaction de la thèse, c'était un peu chaud. Oui. 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 Effectivement, il faut être prêt à rédiger ça en plus de la thèse, quoi. Ça se fait. J'avais vu des financements où il fallait soit soutenir, soit prouver que vous avez une date de soutenance. Mais il me semble que oui, bah, ça doit être suffisant. Ouais. C'est un peu la même chose. Pour les qualifications, c'est la même chose. Marianne vous l'a dit. Vous avez peut-être remarqué, peut-être pas encore, on vous fait signer un papier signé par les directeurs de thèse comme quoi ils s'engagent à ce que ça soit soutenu avant le 15 décembre. Donc c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment en phase terminale, si je puis dire, de la thèse, et qu'on a une attestation comme quoi, voilà, bien compris l'Europe considère, oui, bon, elle va soutenir sa thèse, c'est bon. Et voilà, je pense que c'est pas mal de garder ces options de financement en tête et surtout aussi, quand vous contactez les laboratoires, d'être proactif là-dessus. Ce qui est pas mal et ce qui va vous aider, c'est vraiment aussi de savoir si le labo chez lequel vous candidatez a déjà eu des bourses. Tout à l'heure, je parlais du jargon, de l'aspect aussi non scientifique qu'on a à inclure dans ces demandes de financement. Avoir de l'aide, c'est hyper important là-dessus. Et c'est vrai que de voir un labo qui a déjà eu une bourse Marie Curie, ça veut dire qu'il y a déjà un petit peu d'expérience dans le montage de ce type de dossier. C'est pas toujours très instinctif, quoi. C'est presque un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude de manier. Voilà. Et encore une fois, les points de contact nationaux et les laboratoires d'accueil sont d'une grande aide là-dessus. C'est vraiment un jeu d'échange. Et c'est pour ça que c'est une bourse personnelle, mais finalement dans l'élaboration, pas tant que ça, parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez élaborer en duo avec le superviseur. C'est pour ça que je parlais vraiment de chapeautage, de mentoring, plus que de la supervision, au sens qu'on entend.
et ben c'est là qu'il faut être proactif et qu'il faut aller les contacter. Moi, ma stratégie, ça a été, quels ont été les papiers qui m'ont marqué. Quand je les ai lus, j'ai fait, waouh, c'est chouette. Je me suis dit, eh ben, je vais essayer d'aller contacter ces gens pour voir s'ils seraient intéressés pour continuer l'histoire qu'ils ont écrite. Et là-dessus, généralement, les retours sont toujours positifs. Surtout quand vous dites, bah, écoutez, moi je peux essayer de ramener de l'argent aussi. Je suis volontaire pour postuler à des bourses. Et généralement, les retours sont bons. Alors, dans le système anglo-saxon, ils sont quand même très habitués à postuler sur des bourses Marie Curie. Donc voilà, quand vous avez un contact dans un labo, souvent le responsable du labo vous dit ah bah j'ai pas de sous, mais on pourrait postuler à une bourse Marie Curie par exemple. Ça vient assez vite. Si vous dites en plus mais je suis prêt à, ça roule. Hein. Et pour la petite histoire, la bourse Marie Curie, je ne l'ai pas eu tout de suite, j'ai été classé sur liste d'attente. Et entre-temps, le labo m'a dit bah, on te prend quand même en postdoc. Donc finalement, même sans avoir aucune certitude sur le fait de l'avoir, ils m'ont dit on te prend pour 1 an, comme ça nous laisse le temps de réessayer le cas échéant. Et sinon, donc, finalement, le fait d'être proactif, ça leur a suffi pour dire bon bah ok, il a imaginé un projet, et puis il a envie d'aller chercher des sous, c'est pas mal. Et donc finalement, ça a été même suffisant, et ça m'a garanti un postdoc, peu importe l'issue de cette demande de financement. Mais si vous avez pas eu le financement, ça serait passé comment? Ben, j'aurais fait un postdoc plus court. ça, en fait, ça m'a permis de prolonger mon postdoctorat, quoi. Il y a quelque chose qui est fait aussi depuis 1 ou 2 ans aussi pour valoriser le travail, parce que finalement, c'est un travail, et c'est vrai que, surtout en France, c'est la première demande de financement, généralement, qu'on fait quand on va chercher un postdoc, parce qu'on n'est pas confronté à ça pour les thèses ou autre chose, c'est que si vous avez une évaluation qui est favorable sans avoir de financement, maintenant, on vous donne ce qu'ils appellent un saut d'excellence. Ça fait plaisir, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans le CV, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu les sous. Moi, j'avais été évalué à 92,7%, on m'avait dit c'est très bien, mais on n'a pas assez de sous. Et en fait, il y a un système de liste d'attente et ça se débloque pour certaines bourses. Mais si vous êtes évalué, je pense, à plus de 85%, vous avez un saut d'excellence. Quand on sait le travail que c'est de faire ces demandes de financement, le fait d'avoir eu cette note sans avoir été financé, c'est déjà une preuve que vous savez faire une demande de financement et que vous avez été force de proposition et pas couronné de succès, mais pas loin, quoi. Et cette petite différence, certes, elle joue sur l'argent que vous touchez, mais par contre, c'est un argument très fort si vous allez faire une candidature ailleurs. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser dans tous vos dossiers de candidature par la suite, que ce soit pour les postes de maître de conférence, pour le CNRS, etc. C'est quelque chose qui est pris en considération, le fait d'être capable d'obtenir des financements. Ce qui est demandé souvent sur un postdoc, c'est son autonomie. C'est-à-dire le fait de pouvoir manager un projet de recherche, éventuellement aller chercher des sous. Donc là, par exemple, c'est une preuve que la personne est autonome, elle est capable de monter un projet. Donc effectivement, c'est pris forcément de manière très positive par les valeurs.